Salutations compagnons et compagnonnettes. Alors aujourd'hui je me trouve sur le site du château de Castelroc où j'officie en tant que forgeron chef de stage. J'expose mes modestes compétences à de jeunes apprentis de valeur tels que Salvador et Balthus qui sont mes aides cinématographes aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui nous faisons la deuxième partie de la reddition de la ligne Maginot. Nous sommes donc le 1er juillet 1940. Dans la première partie, je vous avais expliqué et décrit la puissance et le modernisme de ces fortifications établies donc par le ministre André Maginot dans les années 1928-1935. La ligne Maginot est quasiment invulnérable. Mais alors comment les Allemands ont pu remporter la bataille? Très bonne question Balthus. Comment ont-ils fait? Alors décrivons un peu la situation. La ligne Maginot s'étend depuis le Rhin jusqu'à peu près à Sedan. Donc ensemble de fortifications qui se couvrent les unes les autres. Le problème, c'est qu'à partir de Sedan, nous avons le dernier ouvrage qui est celui de Villiers-la-Ferté. Cet ouvrage sera attaqué peu de temps après le 14 mai 1940, la percée de Sedan par les Panzers, et sera pris par les Allemands. Non pas qu'ils se soient rendus, mais malheureusement, tout l'équipage a péri à 35 mètres sous terre dans une galerie qui reliait les deux casemates aériennes. Ces hommes courageux sont morts sous le commandement du lieutenant Bourguignon. Sachons nous en souvenir. Ils n'ont pas démérité, ils se sont battus jusqu'au bout. Alors ensuite, Sedan, Charleville-Mézières. C'est le débouché de la forêt des Ardennes. Cette forêt où l'état-major, dirigé par le général Gamelin, pensait que jamais les panzers ne pourraient passer. Et pourtant, ils sont passés. Un seul homme avait prévu que cela était possible. Et cet homme, c'est De Gaulle. De Gaulle. Eh ben non, c'est pas De Gaulle. Parce que De Gaulle, mais il ne s'en est pas vanté dans ses mémoires, pensait lui aussi que les panzers de Guderian ne pourraient pas passer par les Ardennes. Cet homme, c'est le général Corap. C'est le général qui commande le front nord-est de la France. Et après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le secteur de Givet avec les méandres de la Meuse, secteur assez montagneux où il est impossible de passer. Ensuite, nous avons la frontière belge avec la France jusqu'à la mer du Nord. Et là, problème, les Alliés, les Anglais et les meilleures troupes de l'armée française ont prévu de rentrer en Belgique si la Belgique était attaquée par les Allemands. Or, que s'est-il passé? Le 10 mai 1940, les Allemands lancent une opération commando extraordinaire, extrêmement novatrice pour l'époque, sur le fort d'Ebenheimol. Le fort devait tenir une semaine, il a tenu 13 jours. Et ensuite, les Allemands se sont répandus dans l'intérieur de la Belgique par ce qu'on appelle la trouée de Jamblou. C'est-à-dire que c'est un véritable charodrome. Ce sont des plaines que les panzers peuvent passer extrêmement vite. Mais le gouvernement belge a tout prévu, puisqu'il devait édifier des fossés anti-chars, des champs de mines, des tétraèdres, des hérissons de Tchèque et la fameuse porte des tables belges qu'on appelle également l'élément cointré. Ah oui, mais non, l'ont-ils fait? L'état-major français de Gamelin, avec son acuité habituelle, n'a pas vérifié ce que les Belges avaient fait. Ils vont envoyer 2 officiers en reconnaissance une fois que les Allemands auront pénétré en Belgique, sur le canal Albert. Et là, c'est le drame. Les Belges n'ont rien fait. Il y a quelques éléments cointrés qui sont assemblés tant bien que mal, mais il n'y a aucune défense. La Belgique pourra être traversée très rapidement par les Allemands. Aussi, les troupes françaises et belges, dans ce qu'on appelle le plan d'île, vont se porter à leur hauteur. Cela, je le décrirai dans une autre vidéo. Bien évidemment, si la ligne Maginot avait été continuée jusqu'à la mer du Nord, les Allemands n'auraient jamais pu passer. Et ça, je vais le démontrer à présent. Car enfin, que s'est-il donc passé à partir de mai 1940 et surtout pendant le mois de juin? Donc les troupes françaises commencent à refluer sous la poussée des panzers. C'est d'abord la Somme, puis la Seine et enfin la Loire. Pendant ce temps, les troupes de forteresse sont toujours à leur poste. Les 22 000 hommes gardent leurs bunkers, leurs canons et leurs mitrailleuses. Et ils vont se battre jusqu'au bout. Alors, les Allemands vont tenter quelque chose contre la ligne Maginot. Ils vont lancer une opération le 13 et 14 juin 1940 au niveau de la vallée de la Sarre. Et là, les troupes mobiles de l'armée française qui sont demeurées sur place vont leur infliger une terrible défaite. Les Allemands vont perdre des canons, des chars et plus de 1000 morts.
La ligne Maginot a déjà repoussé pour une première fois la Wehrmacht. Mais ce n'est pas fini. Évidemment, avec le refus des armées françaises vers le sud de la France, les troupes mobiles vont partir, laissant les 22 000 hommes des troupes de forteresse dans leurs bunkers. Alors à ce moment, les Allemands ont toute facilité pour encercler la ligne Maginot. Ils vont la contourner et ils vont attaquer par devant et par derrière. Souvenez-vous qu'à l'avant, face à l'Allemagne, vous avez toutes les casemates blindées, les cloches et les tourelles, toute l'artillerie et les mitrailleuses, les champs de mines, les champs de barbelés. Mais à l'arrière, il n'y a rien. Des bunkers avec ce que l'on appelle les entrées des hommes et l'entrée du matériel. Les Allemands vont envoyer tout ce qu'ils ont de meilleur en termes d'artillerie. Ils vont envoyer leur canon anti-char, le fameux canon de 88 mm. Ils vont tirer à bout portant sur les cloches blindées, d'où le résultat de la photo que vous allez voir. Ils vont tirer à bout portant donc à moins de 100 mètres. Mais rien n'y fait. Les bunkers résistent. Alors, les Stukas vont attaquer. Les avions piqués, les célèbres chasseurs bombardiers avec leurs sirènes stridentes. Les avions vont piquer sur les bunkers et lâcher leurs bombes de 250 à 500 kg. Peine perdue. La ligne tient. Alors les Allemands vont amener ce qu'ils ont de plus gros en artillerie. Des canons de 150, des canons de 210, des obusiers lourds, des obusiers qui avaient participé à la Première Guerre mondiale. Ils iront jusqu'au calibre 420. Pour mémoire, le Bismarck a des canons d'un calibre de 380. La ligne Maginot va être écrasée par les obus et les bombes de toutes parts, mais elle ne lâchera pas. Nous sommes à présent le 17 juin 1940. Le maréchal Pétain a décidé la cessation des combats et l'armistice. Donc toutes les troupes françaises doivent se rendre. Toutes, non. La ligne Maginot résiste encore et toujours à l'envahisseur. Alors, le général Hunzinger, qui dirige la commission d'armistice, va devoir envoyer des petits groupes d'officiers français qui vont aller toquer à la porte des bunkers pour demander que les officiers des troupes de forteresse leur ouvrent la porte et se rendent aux Allemands. Et ça, c'est ce qui se fait le 1er juillet 1940. Alors donc, quand l'on vous dira que la ligne Maginot n'a servi à rien, souvenez-vous de tout ce que je vous ai dit. La ligne Maginot a tenu et elle a respecté sa devise qui était « On ne passe pas ». Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, partagez. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.